Bonjour et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous hebdomadaire sur Bismart dédié au secteur spatial. On va parler évidemment en première partie d'émission d'actualité avec cette annonce de la NASA qui veut plancher sur une propulsion nucléaire pour envoyer encore plus loin ses fusées dans l'espace. On parlera aussi de la découverte d'une météorite, de l'exploration de Jupiter par la sonde JUICE et enfin de la future base de lancement commerciale canadienne. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est votre Space Talk et on reçoit la start-up Hyperspace qui veut révolutionner, elle aussi, le mode de propulsion des fusées et intégrer par la même occasion des solutions techniques plus durables pour notre environnement. Voilà pour le programme, on démarre Smart Space sur Bismart. Une propulsion nucléaire pour aller sur Mars. La NASA annonce cette semaine un partenariat avec le Pentagone pour développer une fusée propulsée à l'énergie nucléaire. L'engin serait destiné entre autres à envoyer l'homme sur la planète rouge. Bill Nelson a déclaré s'associer avec l'agence de recherche de l'armée américaine qu'on appelle la DARPA pour développer, je cite, et tester une technologie avancée de propulsion nucléaire thermique d'ici 2027. Une technologie qui, toujours selon l'administrateur de la NASA, devrait permettre aux astronautes de voyager vers et depuis l'espace profond plus rapidement que jamais. Selon l'agence américaine, une fusée à propulsion nucléaire thermique pourrait être 3 à 4 fois plus efficace que les fusées à combustible classique. La raison est bien une propulsion plus puissante pour une charge utile équivalente. Mais évidemment, tout cela reste à vérifier. De nombreux défis seront à relever. Le plus crucial d'entre eux sera d'assurer une telle propulsion depuis la planète Mars à 225 millions de kilomètres de la Terre pour garantir évidemment le retour des astronautes. Autre actualité, bientôt un port spatial canadien. En Nouvelle-Écosse, le port spatial serait prêt à lancer un vol d'essai suborbital dès cet été. Il s'agit du tout premier port spatial commercial au Canada, construit par la société Maritime Launch Services. Les travaux sont en bonne voie pour accueillir un petit lanceur test selon le PDG de l'entreprise. Quant au premier lancement commercial, il est attendu, lui, en 2025. Au plus tôt, selon le planning, une fusée de fabrication ukrainienne devrait être utilisée pour ce lancement inaugural. Mais d'ici là, le Canada doit mettre au clair sa réglementation quant à l'envoi de charges utiles dans l'espace depuis son territoire. On poursuit avec en Antarctique des scientifiques qui découvrent une météorite de plus de 7 kilos dans la glace. Et en réalité, c'est un record. Il s'agit d'une découverte rare puisque moins d'1% des météorites qui sont retrouvées ont ces dimensions. Sa composition va prochainement être analysée afin d'en apprendre un peu plus sur son origine. Pour rappel, selon la NASA, environ 84 000 météorites s'écrasent chaque année sur Terre. Et puis pour conclure ce call actu, direction Jupiter. Vendredi dernier, le CNES présentait le satellite d'exploration JUICE qui doit décoller direction la Lune de Jupiter en avril prochain. Daniel Chrétien, chroniqueur spatial, a pu pénétrer dans la salle blanche et rencontrer les experts en charge du projet. Daniel, vous êtes avec nous en ligne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir sur place ? Oui, bonjour, merci de me recevoir. Alors, c'était un moment très intéressant qu'on a pu vivre ici à Toulouse. Nous étions accueillis dans une salle dédiée aux essais thermiques d'Airbus Defence and Space. C'est le maître d'œuvre de la sonde. Et c'était en fait à l'occasion de l'annonce de la fin de la longue série de tests qu'a vécu JUICE ici à Toulouse depuis août 2021. Ce qui veut dire que la sonde est prête en fait à partir pour Jupiter. Alors il reste encore quelques petites étapes à faire, mais bon, c'était la fin des essais thermiques où ils ont testé notamment les essais, les conditions environnementales dans lesquelles devait se trouver la sonde, à la fois le froid, évidemment, parce que Jupiter on est quand même très très loin du Soleil, mais aussi à chaud parce que la sonde, au cours de son voyage, va aller du côté de Vénus et donc elle peut être exposée à des fortes températures.
Et ces essais thermiques concluaient une longue série d'autres essais de toutes sortes pour tester la sonde, son environnement spatial dans lequel elle va vivre et travailler pendant des années. Et donc ces tests étaient de toutes sortes, donc on avait des essais électriques pour s'assurer du bon fonctionnement des panneaux solaires, aussi du bon déploiement des panneaux solaires, très important, des tests de vibration pour être sûr que la sonde ne soit pas gênée par le décollage par son décollage depuis Kourou à bord de la fusée Ariane 5, des tests aussi acoustiques, on teste ses capacités de communication, on s'assure aussi que la sonde ne dérange pas les communications du lanceur et que les communications de la fusée ne dérangent pas celles de la sonde non plus. Des tests magnétiques, parce que mine de rien, il va y avoir beaucoup de conditions un peu particulières sur l'étude du magnétisme autour de Jupiter. Et donc tous ces tests sont désormais conclus aujourd'hui. C'est donc un moment très important pour le développement de la sonde qui est désormais prête à partir. C'est quoi l'objectif précisément de cette mission ? Alors, JUICE, c'est une très très grande mission européenne, un programme Cosmic Vision de l'Agence spatiale européenne, et son programme, c'est d'aller étudier le système jovien, et en particulier 3 lunes glacées de Jupiter. Parmi les grandes lunes découvertes par Galilée en 1610, eh bien, on compte Europe, Ganymède et Callisto. Ces 3 grandes lunes sont recouvertes d'une grande calotte polaire sous laquelle on peut trouver de la glace, de l'eau, des océans sous-glaciaires, potentiellement chauffés par du cryovolcanisme. Et c'est en fait ce milieu-là, c'est un milieu dans lequel on peut espérer trouver de la vie, alors au stade microbien, mais de la vie extraterrestre. Alors JUICE ne va pas chercher forcément ces signes de vie, mais elle va déjà caractériser ces lunes, les océans sous la Lune, etc. Et ensuite, elle va aussi étudier l'interaction magnétique entre Jupiter et ces lunes, et en particulier une de ces lunes qui s'appelle Ganymède. Et donc, il y a un grand intérêt en fait, spécifique autour de ce système solaire, de ce système jovien, c'est parce c'est un peu un système type de lune autour d'une planète gazeuse. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y en a beaucoup d'autres dans l'univers. Quel va être le parcours de cette sonde, précisément, depuis son départ en avril jusqu'à son arrivée dans le système jovien ? Alors c'est un très long voyage, il y en a pour 8 ans de voyage avant d'arriver à Jupiter. Il y a plusieurs transits qui sont au programme. Un transit du côté de la Terre en août 2024, un autre en août 2025 à côté de Vénus, encore 2 autres transits autour de la Terre en 2026 et 2029. En fait, à chaque fois, la sonde va se servir de ces planètes comme assistante gravitationnelle, ça permet d'économiser du carburant. Ça rallonge le voyage, mais ça rallonge aussi la vie de la sonde autour de Jupiter. L'arrivée à Jupiter est prévue en juillet 2031. Et là, il y a 35 survols qui sont prévus des différentes lunes de Jupiter, Europe, Ganymède et Callisto, jusqu'à la mise en orbite autour de Ganymède en décembre 2034, où là, elle va étudier la Lune de plus près. Décollage, précisément, on a une date ou pas en avril ? Alors, la fenêtre de tir est entre le 5 et le 30 avril. Si jamais on rate cette fenêtre, il y en a une autre de backup en août prochain. Mais voilà, si on part entre le 5 et le 30 avril, ce sera à Kourou, à bord d'une fusée Ariane 5. Et d'ici là, il y a encore quelques petites choses à faire. Il lui reste cette semaine, par exemple, à joindre ses panneaux solaires, transporter la sonde jusqu'à Kourou. Et à Kourou, après, il y a encore pas mal de tests à faire pour être sûr que la sonde n'a pas subi de dégâts liés à ce transport entre Toulouse et Kourou. Et puis après, c'est la campagne de tir. On prépare la sonde au lancement et on décolle. Merci beaucoup Daniel Chrétien, journaliste indépendant du secteur spatial, d'avoir pris le temps d'aller visiter pour nous ces salles blanches à Toulouse et de nous ramener des informations sur cette mission particulièrement passionnante. Et nous reviendrons dessus ensemble avant le décollage de la mission JUICE. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart. Développer une toute nouvelle forme de propulsion pour envoyer des fusées dans l'espace, c'est l'ambition de cette start-up bordelaise qui s'appelle Hyperspace et qui veut non seulement rejoindre le marché du spatial, mais aussi le disrupter. Sylvain Bataillard, cofondateur d'Hyperspace, est en plateau avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci. Alors, il paraît que chez Hyperspace, vous appelez tous vos produits avec des noms en rapport avec Star Wars. C'est vrai ? C'est vrai que c'est une petite tendance qu'on a. On a commencé comme ça pour la blague, et puis bon, du coup, vu qu'on a commencé, on continue comme ça. Mais pas uniquement. Par exemple, notre lanceur suborbital s'appellera Baguette One. Juste pour la blague, mais ça va pas. C'est très franco-français, quoi. Voilà, mais vu que c'est très international, le marché du spatial, on voulait quand même garder une petite patte française. On va y revenir sur ce positionnement français au milieu du marché européen. Alors, Hyperspace veut mettre au point une propulsion hybride. C'est quoi une propulsion hybride aujourd'hui ? Tout à
à fait. Alors, on va commencer par ça. Alors, actuellement, dans l'industrie spatiale, il y a deux types de propulsion qui sont utilisés. La propulsion liquide et la propulsion solide. Elles ont chacune des avantages et des inconvénients qui sont à l'opposé du spectre. C'est-à-dire que la propulsion solide, on va commencer par la propulsion solide. C'est-à-dire, on connaît tous ça, c'est en gros ce qu'il y a dans les feux d'artifice. C'est de la poudre, c'est-à-dire qu'il y a le comburant et le carburant qui sont mélangés ensemble dans la même phase. Donc c'est pas compliqué à faire, à produire, à concevoir. Et en fait c'est un propulseur où on met la poudre à l'intérieur et il suffit d'en mettre une étincelle et ça pousse. L'inconvénient, c'est que on ne peut pas moduler la poussée ni éteindre le moteur. C'est comme si vous aviez une brique sur votre accélérateur de la voiture. Voilà, on voit que c'est pas cher, mais on voit l'inconvénient. À l'opposé, on a la propulsion liquide. C'est-à-dire que le comburant et le carburant sont stockés dans des réservoirs séparés et ils sont pompés dans une chambre de combustion où ils réagissent entre eux. Et donc, ça crée des gaz chauds qu'on éjecte à travers la tuyère et ça pousse. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui. On utilise les deux aujourd'hui. Donc, l'inconvénient de cette technologie, c'est que c'est compliqué. Il faut des turbopompes, ça coûte cher, c'est des pièces très complexes. En fait, les turbopompes, ça va être, si je peux schématiser, c'est de l'horlogerie suisse, mais qui tourne à 100 000 tours minute. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, c'est cher et complexe. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut moduler la poussée et éteindre le moteur et le rallumer. Donc, on a beaucoup plus de modularité opérationnelle et c'est beaucoup mieux. Donc, mais par contre, c'est beaucoup plus cher. Donc, c'est les deux technologies qu'on utilise. Quand on voit Ariane 5, les boosters sur les côtés, c'est de la propulsion solide et le corps central est en propulsion liquide. Donc, c'est les deux qu'on utilise, qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, comme je l'ai expliqué. Et donc, l'idée, c'était de ne pas prendre cette solution-là. Exactement. Il existe une troisième technologie, la propulsion hybride. Alors, hybride, c'est pas du tout électrique, c'est hybride entre le solide et le liquide. C'est-à-dire qu'on a le comburant qui est stocké à l'état liquide dans un réservoir, qui est injecté dans une chambre de combustion, qui contient le carburant, qui lui est à l'état solide. L'avantage de cette technologie, c'est que c'est beaucoup plus simple que la propulsion liquide, donc c'est beaucoup moins cher. On peut aussi éteindre le moteur, moduler la poussée et le rallumer, mais on a l'avantage que ça soit aussi non pyrotechnique. C'est-à-dire que la propulsion solide, c'est de la poudre, donc c'est très dangereux, il y a des normes de sécurité qui vont avec. C'est très versatile. Voilà, c'est ça. Donc l'avantage de la propulsion hybride, c'est que ça n'a pas ces inconvénients de la propulsion solide, et c'est beaucoup moins cher, donc ça n'a pas non plus les inconvénients de la propulsion liquide. Et ça paraît un peu fou ce que vous nous dites, parce qu'en fait, on dirait que la solution était là et qu'il suffisait de la faire et qu'elle est juste assez facile à réaliser. Donc concrètement, vous prenez le meilleur des deux solutions. Qu'est-ce qui rend ça difficile ? Alors en fait, c'est sûr que quand je dis ça, on a envie de se dire, bah alors pourquoi personne ne l'utilise ? A priori. Pourquoi on s'ennuie avec du liquide et du solide séparé ? Alors en fait, la raison pour ça, c'est que actuellement, même si la propulsion hybride sur le papier est parfaite, dans la réalité, il y a un verrou technologique qui fait qu'on perd en fait en efficacité de combustion dès qu'on veut un moteur de grande taille. Donc dans la pratique, elle n'est pas aussi bonne que dans la théorie, cette propulsion. Et si on se retrouve, on comprend vite que si on se retrouve avec un moteur qui ne pousse plus, ça perd l'intérêt du moteur. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une innovation technologique de rupture. On a vraiment complètement changé l'architecture interne même du propulseur hybride. C'est une innovation qu'on a brevetée dans le monde entier. Et ça permet de lever ce verrou technologique-là. Et donc d'avoir une combustion efficace, quelle que soit la taille du moteur. Et donc d'avoir un propulseur hybride aussi efficace dans la pratique que dans la théorie. Et donc l'idée, c'est que cette technologie, elle est applicable uniquement ou en priorité pour des petits lanceurs ? Alors jusqu'à maintenant, c'est une technologie qui ne marche pas dans l'état de l'art actuel, si on enlève notre innovation. Donc on a développé cette innovation, on commence par forcément un lanceur, vu que c'est là qu'il y a le marché le plus évident. C'est là que, c'est là que le marché est le plus conséquent. Et on ne va pas commencer directement à faire des lanceurs lourds, c'est quand même déjà un très très gros challenge de faire un petit lanceur. On verra ce que ça donne sur un petit lanceur, mais non, c'est pas forcément exclu. Et alors concrètement, c'est Baguette One qui décollerait, c'est ça ? C'est votre propre lanceur qui décollerait avec vos propres propulseurs ? Tout à fait. Alors en fait, notre différenciant technique, c'est le propulseur. Donc c'est là-dessus qu'on a vraiment c'est là-dessus qu'on met beaucoup de force de recherche et développement. Par contre, en termes de business model, de marché, on ne peut pas juste vendre des propulseurs. Vous pourriez, il y a de nouveaux acteurs qui font des fusées. Oui, mais en fait, quand ils font des fusées, ils font pas sachant que dans une fusée,
une fusée, c'est 90% de propulseur. Donc, ils vont pas faire juste l'enveloppe de la fusée et ensuite se dire, bon, est-ce que j'achète mon moteur? En général, tout le monde fait son moteur en interne. Donc, nous, on n'aurait pas de client qui voudrait acheter notre moteur. Donc, on se retrouve à faire aussi notre lanceur nous-mêmes. Mais donc, ça, vu que notre expertise technique est vraiment sur la propulsion, on développe notre moteur et ensuite on va s'associer avec des industriels qui, eux, maîtrisent les autres points. Donc on fait vraiment un consortium industriel, un partenariat avec les gens qui maîtrisent le composite, l'électronique, les algorithmes de contrôle. Et en fait, on vient construire notre lanceur autour de notre propulseur. Il y a une notion environnementale dans votre démarche? L'objectif d'aller chercher un autre moyen de propulsion, c'est aussi pour aller chercher une empreinte carbone peut-être plus légère? Oui, tout à fait. De notre point de vue, à l'heure actuelle, quand on parle d'un moyen de transport, aussi spatial soit-il, on ne peut pas ne pas se poser la question de l'empreinte carbone. À l'heure actuelle, je pense que c'est plus possible. Donc c'est quelque chose qu'il faut réfléchir dès maintenant, d'autant plus que l'industrie spatiale, même si maintenant, en termes d'activité, d'empreinte carbone, c'est complètement anecdotique par rapport au reste, c'est une industrie qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir. Donc on pense qu'il faut y réfléchir dès maintenant pour essayer de minimiser l'impact carbone de cette industrie-là. L'avantage de notre technologie, c'est qu'on lève le verrou technologique grâce à l'architecture, ce qui nous laisse le choix de choisir le comburant et le carburant qu'on souhaite. Le choix du carburant, qui est donc un carburant solide, notre choix s'est porté vers un polymère qu'on utilise tous dans la vie de tous les jours. C'est du PEHD, ça s'appelle. C'est un nom un petit peu barbare, mais on connaît tous très bien. Moi, je ne connais pas. Mais c'est les bouchons de bouteille, par exemple. Voilà, c'est du PEHD. Donc, vous connaissez quand même. Oui. Donc, c'est un polymère qui est très courant et qui, en fait, en réagissant avec l'oxygène liquide dans notre moteur, va donner une poussée très forte et donc va permettre d'envoyer la fusée en orbite. Ce polymère-là, il a un avantage énorme, c'est qu'il est très facilement recyclable, voire biosourçable. Donc, c'est-à-dire que déjà à l'heure actuelle, sur nos démonstrateurs, j'en parlerai tout à l'heure, mais on est très orienté sur les essais, donc on a déjà beaucoup de démonstrateurs, on fait des essais très régulièrement. Nos blocs carburants en polymère sont issus du recyclage. Et donc, à terme, on veut vraiment garder ça, voire pousser jusqu'à être biosourcé, ce qui ferait qu'on aurait une fusée avec un carburant qui ne serait pas issu de ressources fossiles, qui serait soit issu du recyclage avec des polymères du PEHD qui existaient déjà, voire de déchets verts transformés en carburant pour fusée. Ça pourrait faire un super slogan, quoi. Recycler et vous ferez décoller des fusées. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Alors, vous disiez que vous aviez... Alors, vous avez choisi la piste du développement durable parce que c'est important aujourd'hui. Votre modèle économique, c'est d'avoir vos propres fusées. Comment vous arrivez à vous inscrire? Parce que vous êtes là dans un secteur ultra concurrentiel. Vous choisissez une méthode qui doit être prouvée. Comment vous faites? Tout à fait. Alors oui, en effet, c'est sûr que c'est un gros challenge. À l'heure actuelle, il y a environ 250 projets de micro-lanceurs dans le monde. C'est énorme. Sur ces 250 projets de micro-lanceurs, à peu près 98% ont choisi le modèle technologique de Rocket Lab, qui lui lance des fusées déjà depuis maintenant plus de 5 ans, avec 100% du marché, qui est celui de la propulsion liquide imprimée en 3D, avec de la fabrication additive. Donc 98% de ces 250 projets ont choisi ça, et il y en a très très peu qui ont choisi autre chose. C'est notre cas. Donc on a choisi la propulsion hybride avec la levée de ce verrou technologique. En fait, on ne le fait pas pour l'amour de développer, d'essayer quelque chose de nouveau, même si c'est vrai que c'est quand même intéressant. L'avantage, c'est que cette technologie est beaucoup moins chère que la propulsion liquide. Donc, une fois qu'on arrivera sur le marché avec notre lanceur, on sera environ 2 fois moins cher que tous les autres lanceurs qui, eux, sont à propulsion liquide. Et c'est comme ça que, même en ayant beaucoup de retard par rapport aux Américains ou dans une moindre mesure aux Allemands, on peut arriver sur un marché et gagner des parts de marché puisqu'on est moins cher que les acteurs existants. Ça permet de combler le fait qu'on arrive plus en retard par rapport aux autres. Et cette culture du proof of concept très tôt, c'est aussi l'idée d'aller convaincre les investisseurs? Oui, c'est-à-dire que nous, on a vraiment une approche de l'expérimental. Les simulations, les présentations PowerPoint, c'est sympa, mais il n'y a rien qui vaut vraiment le hardware, comme on dit, donc vraiment les essais de propulsifs, on mesure, on analyse les données, on en déduit ce qu'il faut déduire, on fait des améliorations. Donc on est vraiment très très orienté là-dessus. Et en effet, je pense que c'est ça qui a permis de convaincre entre autres les investisseurs dans notre première levée de fonds qu'on a fait l'année dernière.
voilà, de voir qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Aujourd'hui, vous avez rejoint le fonds Géodésique. Est-ce que vous disposez de suffisamment d'éléments de financement ? Alors, pour faire un lanceur, c'est sûr qu'actuellement, non. Mais donc l'année dernière, on a fait notre levée de fonds en amorçage, donc, qui arrivait à environ 2 millions d'euros. Ouais. Pour l'année 2023, on prépare notre série A actuellement. Mais voilà, c'est sûr qu'il va falloir faire des levées de fonds successives. Il vous faudrait combien pour arriver au bout d'un tel projet ? Au bout d'un tel projet, environ de 30 à 40 millions d'euros. Pour arriver vraiment au premier lancement orbital. Est-ce que c'est des fonds qu'on peut espérer obtenir en France ou en Europe ? Alors, vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, j'aurais été très très mitigé. Cependant, il y a eu vraiment un virage à 180 degrés qui a été mené par le gouvernement, notamment avec le plan France 2030. Dont vous faites partie, vous pouvez nous en dire un mot ? Tout à fait, on a été les premiers lauréats en fait, de l'appel à projet mini et micro-lanceurs lancé par le gouvernement l'année dernière. Donc en tout cas, les ambitions affichées par le gouvernement sont vraiment claires et très importantes. Il y a vraiment de développer un micro-lanceur français. Et pour ça, il y a les fonds qui sont mis en face. Mais ce ne sera pas suffisant, il faut aller chercher des investisseurs privés. Tout à fait. Il y a un effet de levier forcément à avoir. Et on arrive à convaincre aujourd'hui des investisseurs privés quand on est disruptif dans le spatial ? Mais je pense, pour l'instant, on n'a pas de souci. Mais oui, je pense que c'est même bénéfique d'être disruptif dans le spatial. C'est-à-dire que de ne pas faire tout comme tout le monde, je pense que c'est très important dans cette industrie qui est... à l'heure actuelle, dans l'industrie spatiale, on a vraiment besoin d'innovation forte. C'est la NASA et la DARPA qui ont annoncé hier, je crois, qui développaient un moteur à propulsion nucléaire pour aller sur Mars. On en parlait aujourd'hui en actualité, c'est un sujet intéressant que vous relevez. Quel est votre regard ? Alors, vous avez choisi aussi une propulsion disruptive et la NASA qui annonce cette semaine qu'elle veut une propulsion nucléaire. Est-ce que vous avez un regard là-dessus ? Est-ce que c'est la bonne méthode ? Est-ce que vous êtes trompé ? Je pense qu'il y a assez de cas d'application différents pour l'industrie spatiale et surtout ce qu'elle va devenir pour qu'il y ait toutes ces technologies qui coexistent avec chacune des objectifs différents. Après, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment cette prise de risque de développer quelque chose de nouveau. Oui, mais ce n'est pas difficile pour la NASA. Je pense que c'est quand même difficile pour eux, une propulsion nucléaire. Mais oui, disons que... Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Ils ont la technologie pour le tester, ils ont les infrastructures pour le faire. Bien entendu, mais ils se le permettent, cette prise de risque et cette façon de voir les choses. C'est une aversion au risque qui est aux États-Unis quand même beaucoup plus faible qu'en Europe. Et cet esprit de tester des nouvelles choses. Et ça, je pense qu'on en a vraiment besoin en Europe, en France et surtout dans l'industrie du spatial où il faut vraiment innover pour changer vraiment. Technologiquement, c'est viable de construire une propulsion nucléaire, puisqu'on vous a et que vous êtes spécialisé. Vous dirigez toute la partie technique d'Hyperspace, alors peut-être que vous pouvez nous éclairer. Alors, je ne suis pas le directeur technique d'Hyperspace, mais bon, je connais quand même maintenant bien, je connais quand même très bien la propulsion hybride. Malheureusement, en propulsion nucléaire, je m'y connais pas beaucoup, puisque c'est vraiment très très différent. Mais c'est sûr qu'il y a des challenges techniques qui sont très très forts, qui vont devoir relever. Notamment, moi, le premier challenge que je vois, c'est celui de la sécurité. Puisque les fusées qui explosent au décollage, même un petit peu plus loin, c'est pas inédit, ça arrive régulièrement. Il y a encore le lanceur Vega qui a eu un problème, malheureusement, au mois de décembre, voilà, tout à fait. On s'imagine qu'un moteur nucléaire qui se retrouve à exploser sur un pas de tir, ça serait vraiment dommage. Donc j'imagine qu'ils y ont pensé. A priori. A priori, ils y ont réfléchi. C'est vrai que ça paraît incroyable. Et c'est là qu'on voit qu'on peut faire quand même aller très loin dans ce qu'on peut tenter technologiquement. On peut revenir sur votre positionnement. On a parlé de financement, on a parlé de votre technologie. Revenons sur le fait que votre lanceur s'appellera Baguette, parce que c'est assez démonstratif. Est-ce que vous voyez comme une start-up française ou une start-up européenne ? Est-ce qu'il faut être positionné sur ce sujet-là ? Alors, au niveau du marché, c'est difficile d'être franco-français. Quand on voit que même en Europe, sur le marché des microsatellites, il n'y en a qu'environ 10% qui est en Europe.
Notre marché ne sera pas français, il ne sera pas non plus européen, il faudra qu'il soit mondial. Donc là, on a déjà entamé tout ce qu'il faut pour s'assurer de récupérer des parts de marché dans le monde entier. Cependant, tout ce qui va être recherche et développement, on veut garder ça en France, on veut garder un savoir-faire français, on veut participer vraiment au renforcement du tissu industriel français, technologique en général, mais dans le spatial aussi. C'est pour ça que vous avez choisi Bordeaux. Alors, c'est historique. C'est historique. C'est quand même un territoire technologiquement assez historique pour la propulsion. Oui, alors ça c'est sûr. Mais il s'avère qu'on était déjà à Bordeaux, donc très bien. Mais ça nous arrange vraiment beaucoup, puisque premièrement, il y a tout un bassin de savoir-faire, puisque voilà, pour l'anecdote, nous on est situé rue Ariane, voyant. Donc il y a 2 sites Ariane Group, 3 sites Ariane Group dans un rayon de 5 km. On a Thales, on a Dassault, on a vraiment tous les très grands industriels du secteur. Donc il y a vraiment, pour trouver des talents, il n'y a pas trop de soucis. Il y a vraiment plein de gens très intelligents. Voilà. Donc c'est l'avantage. Un deuxième avantage, c'est qu'on a les infrastructures d'essai de la DGA SN Missile, qui est située en Gironde. Donc c'est là qu'on va faire nos essais de notre démonstrateur. Donc il y a plein d'avantages d'être à Bordeaux. Donc c'est pour ça qu'on a voulu y rester. Quelle est la prochaine étape? Quand est prévu le décollage? Alors, donc la prochaine étape en tout cas pour 2023, c'est l'essai du moteur à pleine échelle. Pleine échelle, c'est-à-dire 1 mètre de diamètre, 5 mètres de long. Donc ça va être tiré au sol en 2023. Ensuite, un premier vol suborbital donc avec Baguette One fin 2024. Et le vol orbital, donc cette fois-ci on peut vraiment mettre des satellites en orbite avec notre lanceur orbital Baguette One, qui se raccourcit en Obi-Wan. Voilà, encore un Excellent. Est-ce que d'ici là, vous aurez 2023. convaincu, vous pensez peut-être des institutionnels ou des acteurs historiques de participer à l'aventure avec vous? Alors je pense qu'on a déjà convaincu des institutionnels, notamment la DGA SN Missile qui nous suit depuis le début, enfin la DGA en général, puisqu'on a aussi on était en relation avec des experts d'un certain pôle de la DGA qui ont expertisé vraiment notre technologie. C'était vraiment au tout début, qui ont dit ah oui vraiment ils ont vraiment quelque chose de nouveau. Il faut pousser pour aller plus loin. Donc on travaille avec la DGA, on travaille aussi avec l'ONERA. Et bien entendu avec le CNES, qui est aussi d'ailleurs qui fait l'expertise technique de France 2030. Et vu qu'on a été sélectionné, on était le premier projet sélectionné, j'estime qu'on peut dire que le CNES nous soutient. Donc voilà, donc il n'y a pas trop de... on est déjà largement soutenu par les institutions publiques et aussi on discute avec des industriels français en parallèle. Merci beaucoup Sylvain Bataillard d'avoir pris le temps de venir nous présenter les technologies de votre start-up, celle que vous avez cofondée, qui s'appelle donc Hyperspace, start-up bordelaise qui veut créer une propulsion hybride pour disrupter en quelque sorte le secteur spatial. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.